Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'association Positive Planète qui accompagne depuis plus de 15 ans les habitants des quartiers populaires pour créer leur entreprise ou pour trouver un emploi vient de publier le premier classement des jeunes leaders positifs. On en parle juste après ces titres avec la directrice générale Claudia Ruzza. Juste après, on va rester sur ce thème, on y consacrera aussi notre débat avec deux des lauréats. Maïmona Toumar, la cofondatrice de Gribouillis, et puis Alice Barbe, qui est la fondatrice de l'Académie des futurs leaders. Et puis dans Smart Ideas, on va parler santé et cancer, aujourd'hui avec le président de Curity, un représentant de Curity, start-up française créée en 2018. Voilà pour les titres gros plan, tout de suite sur les jeunes leaders positifs. Bonjour Claudia Ruzza, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes donc la directrice générale de Positive Planète. Une question très générale pour commencer, c'est quoi la mission de votre association ? Alors depuis 2006, la mission de Positive Planète, elle est simple, c'est de favoriser l'inclusion économique des habitants des quartiers populaires. Donc concrètement, on agit au cœur de 150 quartiers, à travers 46 lieux d'accueil, et on accompagne toutes les personnes qui veulent entreprendre et créer leur entreprise, créer leur propre emploi pour sortir d'une situation particulière ou vivre un avenir meilleur. Oui, effectivement, création 2006. Nous, on a trouvé ces chiffres-là. 9000 entrepreneurs accompagnés. Il y a ces lieux d'implantation. C'est un peu partout en France. Hein. C'est réparti sur 5 régions, 85 salariés, 150 bénévoles en France. Et puis, on va parler du classement des jeunes leaders positifs là, dans un instant et consacrer vraiment beaucoup de temps. Mais j'imagine que sur ces 9000 entrepreneurs accompagnés, il y a plein de belles histoires. C'est aussi ça, quoi. On est dans l'humain, on est dans quelqu'un qui avait une idée, puis qui se disait « j'y arriverai jamais » et qui vous a trouvé pour avancer, quoi. C'est ça, complètement. Nous, donc sur ces 9000 entrepreneurs, il y a un peu de tout. Il y en a qui vont créer leur propre emploi et qui, en fait, par leur parcours, il y en a qui partaient de rien, il y en a qui étaient sans abri, il y en a qui ont été victimes de violences conjugales, il y en a qui ont un parcours tout à fait normal aussi. Et ils vont déjà créer leur propre emploi. Il y en a qui ont aussi développé des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises, mais qui embauchent maintenant 25, 50, 100 personnes. Génial. Alors qu'elles partaient franchement de pas grand-chose. Donc ça montre aussi que tout est possible quand on a un accompagnement qui est de qualité et qui nous donne finalement d'autres perspectives. C'est un accompagnement qui dure. Comment vous les accompagnez, en fait, si on est très concret ? Si on est très concret, nous, déjà, on va aller au-devant des habitants des quartiers. C'est pas en restant chez soi que ça marche. Hein. Donc nous, c'est vraiment de tisser une relation de confiance et on les intègre dans un parcours de formation qui va de l'idée jusqu'au développement de leur entreprise, quelle posture il faut avoir quand on est chef d'entreprise, quelle étude de marché, quel statut juridique, enfin voilà, toutes les bases. Et bien sûr, un gros côté de motivation, de coaching derrière pour les booster, leur faire prendre confiance, prendre confiance en eux, et surtout leur donner parfois juste le coup de pouce qui leur manque, parce que toutes les qualités, ils les ont en réalité. Pourquoi vous avez lancé ce classement des jeunes leaders positifs ? C'était quoi l'idée ? L'idée, c'était de créer quelque chose qui n'existait pas, un classement finalement qui mette en avant deux notions qui pour nous sont indispensables, la positivité et la diversité. Deux notions, encore une fois, qui font partie pour nous des réponses aux enjeux qu'on doit relever et qui sont immenses. Hein. On considère que les classements qui récompensent des gens qui ne prennent pas en compte leur impact environnemental ne font pas la part belle à la génération future ou en tout cas aux enjeux qui nous attendent. Donc c'était vraiment l'idée du classement. Ouais. Avec donc 35 sélectionnés qui ont moins de 35 ans. C'était ça le principe de départ ? C'était ça le principe de départ. 35 jeunes leaders positifs, ça c'était bien sûr le cœur du sujet. Et qui ressemblaient à des choses qu'on n'avait pas aussi l'habitude de voir. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai jamais eu de modèle quand j'étais plus jeune, féminin ou issu de la diversité. Et ce classement, c'est aussi ça. C'est donner des modèles à ceux qui n'en ont pas forcément. Et surtout leur montrer qu'une autre économie est possible. Qu'est-ce qui gagne ? Tiens, ça, au-delà de l'exposition, la reconnaissance, c'est déjà très important. Hein. On recevra deux des jeunes lauréats juste après vous, mais qu'est-ce qui se passe après ce classement ? Alors, pour le moment, il n'y a pas de prix à proprement parler. L'idée, peut-être dans les prochaines années, c'est la première fois qu'on le fait. Hein. Donc, l'idée dans les prochaines années, c'est peut-être aussi de formaliser ça un peu plus, de leur donner aussi un coup de pouce financier. Mais pour le moment, c'est surtout de l'expertise par les membres du jury, notamment, qui sont très calés sur certains sujets, et puis la possibilité de faire partie d'un réseau, et puis l'idée c'est aussi de les animer, de faire en sorte qu'on s'entraide entre eux. Voilà, c'est que des gens qui travaillent dans l'impact,
Positive Planet également. Donc, c'est de trouver des solutions ensemble pour un avenir plus durable. Alors, on va citer les 5 premiers. Il y a Anthony Babkin pour Diversity Days, Alice Barbe, qu'on va recevoir tout à l'heure, l'Académie des futurs leaders, Donia Swadamra pour Meet My Mama, on les avait reçus ici, Inès Sediki pour Get Up, et Maïmona Toumar, qui sera aussi notre invitée, pour Gribouillis. Ça n'a pas dû être facile d'en choisir que 35 d'une certaine façon. Non, ça a été c'est super dur. Et en réalité, on en a mis 35, mais on aurait pu en mettre 1000. Il y en a plein qui s'engagent tous les jours. Là, on a finalement fait un choix par finalement 3 axes principaux. C'était leur capacité à fédérer dans leur environnement personnel, la capacité à avoir un impact un peu plus large que juste sur son précaré. Et puis il y avait aussi sur son environnement de travail, de porter finalement un combat militant qui servirait les générations futures. Si on prend l'exemple de celui que vous avez placé en haut de la liste, parce que malgré tout, il y a de 1 à 35, c'est Anthony Babkin, donc cofondateur de l'association Diversity Days. Pourquoi vous l'avez choisi? C'est quoi cette association? Alors, Diversity Days, c'est une structure qui va former au numérique les habitants des quartiers, mais pas que, toutes les personnes issues de la diversité, qui part du principe finalement que le digital est un outil à mettre au service de tous pour prendre en main son avenir. Donc, Anthony, c'est parce c'est quelqu'un qui se bat depuis longtemps, c'est quelqu'un qui travaille depuis 10 ans comme un fou pour faire en sorte que le digital soit accessible à tous, qui a une vraie conviction, qui arrive à fédérer autour de lui, qui est un vrai animateur auprès de plein d'associations. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a été... Oui, parce que vous récompensez les jeunes leaders positifs. Donc il y a ce qu'ils ont créé, leur association ou leur entreprise, mais il y a leur personnalité aussi qui rentre en ligne de compte. Exactement. Et puis on se rend compte à quel point c'est aussi important ces personnalités qui sont en capacité d'emmener et de fédérer autour d'eux, parce que c'est pour ça qu'on parle de leader d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc c'était vraiment ça qu'on avait. L'aspect personnel pour nous était ultra important, puisqu'on peut. Sans ce côté un peu leader, c'est difficile d'embarquer les gens et donc de changer le monde de manière systémique. Oui, donc vous l'avez choisi pour sa personnalité, mais il y a effectivement aussi cette lutte contre la fracture numérique, et ça c'est intéressant. Est-ce que vous diriez que la tech, c'est un univers qui reste encore trop fermé? Alors il y a les jeunes des quartiers populaires, mais il y a les femmes aussi. C'est quand même, c'est pas si simple de faire son chemin dans ce secteur. C'est en train de bouger, ça commence à bouger, mais c'est aussi pour ça que vous avez mis Diversity Days un peu en haut de la liste. Oui, complètement, parce que maintenant en France, l'accès aux outils, il est assez démocratisé. C'est pas la principale problématique, mais l'accès aux compétences, c'est-à-dire que y a plein de jeunes des quartiers qui savent utiliser Snap, Insta ou autre, ou TikTok. En revanche, utiliser le digital à des fins soit professionnelles, soit d'entrepreneuriat, ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, il faut des structures qui accompagnent là-dedans et qui montrent que c'est un outil accessible à tous et qui a pour objectif, finalement, d'aider au démarrage, ou en tout cas de donner un avenir, encore une fois, à ceux qui... Vous parliez des codes, en fait, et c'est vrai qu'il y a des codes pour pour trouver un job, pour passer un entretien, etc. Comment je peux vous poser ça? Est-ce qu'il faut totalement intégrer ces codes? Comment intégrer ces codes sans gommer sa personnalité, sans gommer ce qui fait sa force, son originalité, d'où on vient? Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est une question qui est compliquée. Mais en réalité, oui. Je pense que la principale chose, nous, qu'on fait, et d'ailleurs beaucoup de gens du classement le font, c'est de donner les codes. Et parce que quand on est entrepreneur, quand on est salarié, il y a quand même des codes, et si on n'est pas, finalement on n'y répond pas, on n'arrivera jamais à avoir finalement un projet professionnel qui aboutisse ou autre. En revanche, nous, on a quand même à cœur de penser que, notamment la diversité ou les personnes issues de quartier, ont une force dans le sens où ils ne sont pas formatés comme on peut l'être quand on est homme blanc de 40 ans qui a fait la même école de commerce et donc qui pense toujours, pas toujours de la même manière, mais finalement qui a du mal à se renouveler. Donc l'idée, c'est de leur donner les codes, parce que sans ça, de toute façon, c'est pas la société qui va s'adapter, ça on en a à peu près tous conscience. En revanche, c'est de faire en sorte que la personnalité soit un peu mieux finalement comprise et qu'elle soit un outil de créativité,
de plus finalement dans leur parcours. J'y pense, je ne sais pas pourquoi je pense à ça aux journalistes qui arrivent avec un accent du Sud et à qui on a demandé, ou qui l'ont fait eux-mêmes d'ailleurs, de gommer leur accent pour être voilà, bien dans les cases. Ça se rejoint finalement d'une certaine façon. Vous avez publié ce classement il y a un peu plus de 2 semaines, fin janvier, et on était fin janvier à 2 mois, un peu plus de 2 mois du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous voulez aussi peser d'une certaine façon sur ces débats, changer le regard, quoi? Complètement. Enfin, notre objectif, il est aussi là-dedans. D'ailleurs, on lance un programme qui s'appelle l'Union fait la France, qui aura lieu avant les élections, pendant l'entre-deux tours et juste après, qui vise à montrer et à faire en sorte de lancer des défis aux entrepreneurs et habitants des quartiers qui vont réaliser un défi pour le bien vivre ensemble. Concrètement, on va créer une cantine solidaire pour des jeunes étudiants en situation de précarité au Havre. On va créer un défilé de mode sur la mode responsable avec des femmes qui ont subi des violences conjugales dans le Nord. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment finalement de montrer que les quartiers sont une des réponses, notamment que la diversité est une richesse en France, et que, d'ailleurs, c'est pas qu'au moment des élections présidentielles qu'il faut en parler, et de manière parfois et souvent négative, mais que qu'on n'arrivera pas à lutter contre les inégalités si on met une population de côté, et que c'est tous ensemble, finalement, qu'on arrivera à trouver une solution bonne pour la croissance de la France. Merci beaucoup, merci Claudia Houza. Vous allez donc laisser la place à 2 de ces jeunes leaders positifs. C'est notre débat. Et je vous présente donc mes invités, 2 lauréates de ce classement des jeunes leaders positifs. Alice Barbe, bonjour. Bienvenue. Vous êtes présidente fondatrice de l'Académie des futurs leaders. Et Maïmona Toumar, bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Gribouillis. Je commence avec vous. C'est quoi Gribouillis ? Oui, alors Gribouillis, c'est la première association professionnelle de garde d'enfants d'Île-de-France. Donc ce sont ces travailleuses invisibles qui accompagnent les tout-petits, qui ont été pas mal mises à l'épreuve depuis la crise sanitaire. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer un espace par et pour elles, parce qu'elles sont finalement assez invisibles. Et pourtant, elles ont une mission extrêmement importante d'accompagner les tout-petits dans les 1000 premiers jours. Donc c'était important qu'elles puissent échanger leurs bonnes pratiques, monter en confiance et en compétences et mieux accompagner les familles. Les 1000 premiers jours que Boris Cyrulnik a théorisé, l'importance des 1000 premiers jours. C'est une association, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous vous situez comment ? Alors on est une association loi 1901 et on vient de créer aussi une coopérative qui, elle, a pour mission de porter les prestations de services de garde qui, elles, effectivement, ont une autre vision du métier. Elles travaillent en équipe, elles ont une flexibilité pour accompagner les familles avec qualité aussi. Et donc, on se situe effectivement sur des modèles assez hybrides. Ouais. Comment vous êtes lancé ? C'est quoi le déclic ? Alors, le déclic qui vient de ma mère, qui est la cofondatrice de Gribouillis, qui est garde d'enfants, qui avait une expérience de 15 ans et qui, justement, sentait toute la responsabilité de ces professionnels et voyait que ce qui était important, finalement, c'était que ces professionnels puissent porter elles-mêmes une vision dans le secteur, la partager avec les politiques et permettre de faire émerger effectivement des nouveaux modèles, tout simplement dans le milieu du care. Alice Barbe, pareil, moi je suis basique. Présentation pour commencer. C'est quoi l'Académie des futurs leaders ? Vous venez de la créer, c'est ça ? Oui, on a démarré il y a 1 mois et demi. En fait, avant c'était une idée, maintenant ça existe vraiment. C'est une académie qui vient du constat qu'il y a des mouvements énormes qui sont en train de se mettre en place, des mouvements climat, des mouvements de lutte contre les inégalités. Il y a beaucoup de mobilisation citoyenne. Et du coup, on s'aperçoit que la figure traditionnelle du militant qui rejoint un parti politique et qui va tracter le dimanche, cette figure, elle est en train de disparaître. Au profit de je pense, toute cette génération, tous ces jeunes et moins jeunes qui se battent pour leur cause et mobilisent la société civile à grande échelle. Ces personnes qui mobilisent à grande échelle disent en fait, on aimerait bien aller en politique, mais on n'a pas forcément envie de rejoindre un parti. Donc l'Académie, elle est née pour pouvoir les accompagner, les outiller pour qu'ils puissent se lancer en politique à travers des élections parlementaires ou d'autres. Ouais. Donc c'est vraiment faire émerger une génération de leaders qui n'auraient pas eu accès, on parlait des codes tout à l'heure avec Claudia Houza, aux codes de la politique. Est-ce que c'est aussi une réponse ? On a vu se créer des
écoles plutôt d'extrême droite, notamment Marion Maréchal Le Pen en a créé une. Est-ce que c'est une réponse à ça? Je ne sais pas si c'est une réponse, mais ce qui est certain, c'est que l'extrême droite, en effet, utilise très très bien et depuis plusieurs années les codes de la métapolitique. L'école de Marion Maréchal, il y a aussi d'autres types d'écoles. Il y a des camps de vacances, on apprend le droit constitutionnel et on fait de la boxe l'après-midi. Je pense à Génération Identitaire. Ils ont aussi tous les codes de la communication par des podcasts, des influenceurs sur YouTube. Et ils arrivent à mobiliser des millions de personnes. Je pense qu'en face, oui, le camp progressiste doit se mobiliser et surtout faire émerger une nouvelle génération dans les cercles de pouvoir, parce que là où le pouvoir se passe, que ce soit le monde médiatique, économique, les gens qui sortent des mêmes écoles, qui sont tous des clones, qui ont la même couleur de peau, qui parlent de la même manière, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se reconnaît aujourd'hui dans ça et qui a une vraie volonté de changer. Après, sauter le pas, c'est difficile, ça fait peur. On m'a dit la semaine dernière, il faut être fou pour pouvoir se lancer en politique aujourd'hui. Oui. Moi, c'est ça que j'ai envie de changer. Mais alors, je reste avec vous parce que justement, sur l'engagement des jeunes, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a dans la génération des 18, peut-être 18-35, il y a énormément de jeunes qui s'engagent, qui dans des associations pour des causes et qui, pour l'instant, disent mais moi, j'irai pas voter. J'irai pas voter le 10 avril. Il vient quoi? Il vient du décalage dont vous parliez. Il y a pas de, ils se sentent pas représentés d'une certaine façon. Je pense vraiment qu'il y a un vrai déficit de représentation. On pourrait faire la sociologie de ce qui s'est passé avec les partis politiques ces dernières années, la gauche, la droite, Macron, etc. Mais je crois surtout que ceux dont c'est le rôle de mobiliser, de donner envie, de faire rêver, sont en train malheureusement d'échouer pour plein de raisons. Je pense notamment à des raisons financières. Il y a des partis qui n'ont juste pas d'argent, ils ne peuvent pas mobiliser à grande échelle. Et du coup, je crois que la nature a horreur du vide et il y a des trucs un peu protéiformes qui émergent. Donc il y a l'Académie des futurs leaders, mais je pense également à la primaire populaire, au collège citoyen. Il y a pas mal d'initiatives qui émergent et les gens se reconnaissent beaucoup plus là-dedans. Avec l'Académie des futurs leaders, on a 13 participants, des gens comme Stéphane Ravaclet, et on parlait des jeunes, mais aussi les moins jeunes, vraiment. Stéphane Ravaclet, il a 50 ans, c'est le boulanger qui a fait une grève de la faim pour sauver son apprenti. Il a mobilisé 200 000 personnes pour sa cause. En termes d'intégrité, c'est une des personnes les plus exemplaires. Il se présente aux élections législatives. Des gens comme Anne Pedron à Nantes, prof d'histoire, Sana Saïtouli à Cergy, elles sont sur des listes citoyennes et elles sont soutenues par leur communauté. Sana Saïtouli, on l'appelle la Ocasio-Cortez de Cergy, elle a des milliers de personnes derrière elle. Et elle dit, bah ouais, finalement, je ne vais pas aller dans un parti. Pour l'instant, je ne le sens pas, j'ai peur. J'ai peur aussi de me faire instrumentaliser. Donc, j'y vais avec ma communauté et mes convictions. Ouais. On verra ce que ça donne. Mona Toumar, vous avez été récompensée, alors on l'a dit tout à l'heure avec Claudia Rosa, pour ce que vous avez créé, mais aussi pour votre histoire, pour vos parcours respectifs. Et je voudrais qu'on en parle. Vous êtes d'abord une scientifique, c'est ça? Exactement, je suis chimiste en fait. Ouais. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur et je suis aussi docteur. Ouais. École nationale supérieure de chimie de Montpellier, une thèse industrielle à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Et vous êtes une femme, vous êtes noire, vous êtes musulmane. Ça faisait beaucoup, pardon de le dire, mais vous-même, vous mettez ça en avant dans les interviews que j'ai pu trouver. Vous faites mentir les statistiques, en quelque sorte. C'est quand même une réalité aujourd'hui. Ah oui. Quand on voit une personne comme moi, on va dire, bon, bah voilà, l'ascenseur social fonctionne, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, on parle effectivement d'exception. Donc, il y a un problème dans la façon, finalement, de considérer la réussite, l'égalité des chances en France, etc. Et c'est important de mettre la lumière, effectivement, sur ce sujet et de faire en sorte que le sujet ne soit pas seulement, effectivement, pour des femmes au-dessus du plafond de verre, par exemple, mais aussi de penser à celles qui sont en dessous. Et c'est ce qu'on fait chez Gribouillis en parlant de toutes ces personnes qui sont extrêmement méritantes, qui ont un rôle extrêmement important dans la société et pourtant qui n'ont toujours pas la reconnaissance qui va avec. Et cette reconnaissance, elle va très loin. Hein. C'est aussi dans le contrat social, en termes de protection sociale, en termes d'accès à la formation, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui à bâtir. Et donc, profiter effectivement de ce petit privilège que j'ai peut-être d'avoir cette reconnaissance aujourd'hui sur ce parcours, etc. C'est important aussi pour moi de l'amener sur leur sujet. Oui, et alors ce qui est important aussi, et c'est pour ça que nous, cette initiative, ce classement des jeunes leaders positifs, il nous a passionnés, on y consacre plus de 20 minutes dans cette émission, c'est qu'on a besoin de modèles, on a tous besoin de modèles dans nos vies respectives. Donc vous êtes en train de devenir un modèle pour des jeunes filles qui se disent, bah ouais, c'est possible, ça marche, quoi, ça peut marcher.
Oui, c'est toujours impressionnant de Oui, dire oui, ça comme mais ça. je vois bien bien sûr. votre regard. Il me met la pression. Effectivement, mais tout l'enjeu, c'est de montrer effectivement que tout le monde en est capable, qu'on a quand même une place chacun et chacune dans cette société, et de ne pas laisser le désespoir gagner effectivement des générations et des générations de jeunes personnes qui doivent pourtant finalement se révéler, faire face à des défis collectivement et donc trouver leur place et y participer. L'engagement, il est super important, donc avoir effectivement des exemples aujourd'hui qui sont dans ce classement, ça peut changer la donne pour plusieurs personnes. Ouais. Vous avez créé Gribouillis, vous parliez des invisibles. C'est vrai que c'est un terme qu'on a pas mal employé au moment du premier confinement, etc., en disant, ben voilà, on prend conscience que c'était le moment, mais que sans ces personnes, ben, la machine, elle ne tourne pas, tout simplement. Exactement. Sauf que depuis, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un petit peu le regret. Ouais. Donc effectivement, il y a des nouvelles appellations, on parle de professionnels essentiels, des choses comme ça. Maintenant, effectivement, dans les faits, on voit que c'est extrêmement lent. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'accompagnement de nos aînés aussi qui émerge et on s'intéresse à tous ces professionnels, effectivement, des maisons de retraite, de l'accompagnement à domicile, etc. C'est la même classe de travailleurs, hein, finalement. Donc à chaque fois, il faut attendre qu'il y ait une crise, finalement, pour qu'on s'intéresse à ces personnes. Mais structurellement, il n'y a pas énormément de changements. On peut dire quand même qu'il y a des opportunités qui sont là et elles sont aussi portées par ces professionnels et des dirigeants aujourd'hui qui ont aussi des visions différentes du secteur, qui proposent finalement des solutions innovantes, soit sur les modèles de gouvernance, sur les modèles économiques, etc. Et on espère effectivement qu'à la fois du côté politique, du côté social, du côté économique, on va pouvoir avoir des vraies transformations. Alors, bon, le temps file, il nous reste 2 minutes. On pourrait parler de Zynga que vous avez cofondé, mais je voudrais qu'on parle des Obama Leaders, parce que vous avez été coopté par Alice, c'est ça Expliquez-moi. Il y a une petite embrouille. C'est quoi l'histoire, Alice Barbe? Les Obama Leaders, c'est un programme auquel a participé Maï, qui est en Europe et qui permet un accompagnement de personnalités extraordinaires qui changent les choses et qui effectivement ne correspondent pas au moule que l'on attend traditionnellement. Moi, j'ai eu la chance de faire un autre programme qui implique de passer 1 an aux États-Unis aux côtés du président Obama, de la première dame, des équipes de la Maison-Blanche, qui est un programme qui est beaucoup plus immersif et je crois en grande partie qui m'a aussi inspiré le fait de lancer l'Académie des futurs leaders. Je pense vraiment que j'ai fait 10 ans à travailler avec Zynga. Le racisme existe encore. J'ai vu des personnes souffrir encore récemment avec l'Afghanistan. J'ai vu des personnes dont la famille était tuée par des drones et quelqu'un appuyait sur le bouton pour envoyer ces drones. Et c'était aussi l'administration Obama qui était concernée par ça. Donc moi, j'ai le sentiment que c'est super d'être entrepreneur social, activiste, de faire des choses. Les grands mouvements dont on parlait tout à l'heure ont des changements concrets. Mais il y a peut-être finalement un petit plafond de verre. Et je crois que l'engagement politique permet de dépasser ce plafond de verre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Maïmonatou, c'est quand même la Fondation Obama, enfin voilà, ça met quelques étoiles dans les yeux quand même. C'est sûr, effectivement, que c'est une vraie reconnaissance. Ça renforce aussi la crédibilité du travail qu'on fait. Et c'est important. Hein. Quand on explique ce qui se passe chez Gribouillis, tout le monde ne comprend pas l'importance. Bon, là, effectivement, ça nous permet d'ouvrir certaines portes, d'être entendus. Et bien sûr, c'est toujours aussi encourageant parce que c'est pas un travail facile qu'on fait, je pense, tous les jours de mettre en place. Mais ça veut dire quoi? Pardon de vous interrompre. Il y a quoi, une formation, une aide, du mentorat? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains, ou qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs? Oui, alors du coup, j'ai fait un programme de 6 mois, un petit peu sous la forme de cours du soir, qui se passait à distance parce que malheureusement, avec le début de la crise sanitaire, on n'a jamais pu se rencontrer tous ensemble avec les 34 autres leaders. Mais on a eu accès effectivement à de la formation, notamment sur la question du leadership positif, mais aussi comment est-ce qu'on peut mieux organiser nos communautés, faire grandir une vision commune, etc. Et donc, c'est extrêmement enrichissant, forcément, parce que c'est aussi des outils très concrets dans les démarches qu'on a au quotidien. Parce que chez Gribouillis, on a vraiment cette dynamique de gouvernance partagée. Les personnes ne sont pas juste des bénéficiaires, elles participent et elles sont actrices du changement. Et donc, c'est pas forcément des formes tout le temps habituelles ou reconnues. Et donc, ça nous a permis d'avancer sur ces sujets-là. Et puis après, par rapport au contexte actuel, on approche des élections, vous en
parliez à l'instant. Il y a tout ce sujet aussi du plaidoyer qui est extrêmement important. En ce moment, on est en train de travailler avec un collectif qui s'appelle Femmes et Travail sur ces sujets. Donc parler de la place de ces femmes du Caire dans la société, c'est aussi une façon de proposer aux candidats d'avoir un regard différent sur la société et de pouvoir justement structurer ces secteurs qui sont essentiels. De la même façon, on a organisé un colloque au Sénat il y a à peu près un mois avec d'autres acteurs sur la petite enfance. Donc c'est aussi ça que ça m'a apporté, de pouvoir finalement prendre la parole, peut-être de manière plus à l'aise, et de porter des sujets importants. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. C'était passionnant, bravo pour ce classement des jeunes leaders positifs. Il y en a 35 dans la liste, ça va nous donner plein d'idées d'invités, même si on en a déjà reçu quelques-unes et quelques-uns. C'est l'heure de Smart Ideas tout de suite. Et dans ce Smart Ideas, on parle santé tout de suite avec Ali Tebourbi, qui est pharmacien, responsable des opérations de Curity, avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Curity, créé en 2018 par Hugo Breitwiller et François Guirec-Champoiseau. C'était quoi l'idée de départ? C'est une plateforme, c'est ça, Curity? Exactement, bonjour tout d'abord, c'est une plateforme web et mobile qui permet de suivre les patients atteints de tout type de cancer et sous tout type de traitement pour évaluer du coup le fardeau de la maladie et identifier les événements indésirables liés à leur traitement. Et donc ça permet d'optimiser leur prise en charge en ce sens-là. Oui, donc c'est tout ce qui environne le cancer en quelque sorte? En quelque sorte, nous spécifiquement, on se base sur l'évaluation de leur traitement. Et donc à ce niveau-là, on se base, on essaie d'améliorer le quotidien des patients à la fois et des soignants. Donc oui, si on veut, c'est être autour de ce qui environne le cancer. Pour les patients, on va faire les patients et ensuite les soignants. Qu'est-ce qu'ils trouvent sur la plateforme en fait, les patients? Les patients, ils sont accompagnés par cette plateforme. Ils ont accès à un large contenu médical qui leur est spécifique, personnalisé à leur cancer et à leur traitement. Ils peuvent avoir à répondre à des questionnaires de toxicité pour le suivi de leur traitement et avoir accès par la suite à ce contenu médical qui va venir les éduquer, si on veut, d'un point de vue thérapeutique, à prendre en charge leur maladie et à prendre en charge principalement une certaine catégorie d'événements indésirables qui sont dits mineurs et qui permettent à ce niveau-là de rompre le sentiment d'isolement et de leur permettre de baisser ce sentiment d'anxiété qui peut être lié à la maladie et au traitement aussi, aux événements indésirables qui souvent ne comprennent pas. Oui, la plateforme a déjà été adoptée par plusieurs hôpitaux. Quel est l'intérêt de Curity pour les soignants cette fois-ci? Pour les soignants, en fait, c'est très simple. En soi, Curity leur permet de prioriser la prise en charge. On va avoir une baisse drastique des appels téléphoniques entrants pour ces événements indésirables dits mineurs, qui vont permettre ici aux soignants de prendre en charge les patients avec des événements indésirables plus lourds à prendre en charge. Et ça permet également aussi d'anticiper aussi certains événements indésirables qui sont majeurs. Donc ici, on améliore drastiquement réellement en fait la prise en charge des patients, la priorise et on permet ici d'améliorer la prise en charge et on est mieux rassuré pour les patients. Oui, donc c'est vraiment un outil utile pour les soignants. Curity vient de lever 5 millions d'euros. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Il y a quoi? Il y a des recrutements peut-être? Comment vous allez grandir avec cette levée de fonds? Alors tout à fait, comme vous le savez, on a des bureaux aujourd'hui en France et en Espagne. On va aller aussi également en Italie cette année. Donc cette levée va aussi permettre d'aller en Italie, d'ouvrir des bureaux là-bas et aussi d'agrandir l'équipe avec une vingtaine de recrutements prévus cette année sur les différentes équipes. Vraiment, ça va nous permettre aussi de déployer la plateforme sur une plus large échelle et aussi de développer la proposition en termes de contenu aussi pour les patients et les soignants. Merci beaucoup, merci Ali Tebourbi, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.